Philippe Bloch, bonjour. Salut Patrice, Comment vas-tu? en pleine forme, malgré un moment compliqué et particulier. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, ça fait 30 ans que je bosse, un peu plus, et 30 ans en fait que, alors aujourd'hui on dit slasher, avant j'avais l'habitude de dire plutôt entrepreneur et observateur. En fait, j'ai toute ma vie euh, eu en parallèle un peu deux passions en fait, qui étaient l'entrepreneuriat à travers plusieurs entreprises, dont une qui est un peu plus connue que les autres, qui s'appelle Columbus Café, qui est une chaîne de café qui aujourd'hui a un peu plus de 200 magasins sur le modèle de Starbucks que j'avais créé en 94, que j'ai développé dans une adversité passionnante, on va dire ça comme ça, de 94 à 2004. J'ai écrit 8 bouquins, on est là pour parler de bouquins, donc je publie bientôt mon 8e bouquin sur le thème post-Covid, sur ce fameux monde d'après dont on parle beaucoup, qui s'appelle en fait « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». C'est un titre un peu ambitieux, mais parfois il faut provoquer. Et tiens, je le montre, je fais la promo tout de suite, comme ça, il sort le 2 juillet. C'est le 8e, effectivement, parce que j'ai très jeune, en fait, écrit un premier livre qui avait été une espèce de succès de fou, donc c'est un peu l'objet de notre entretien. Et puis en parallèle, effectivement, j'ai fait plein de choses. Je suis, comme toi, conférencier. J'ai fait 15 ans de radio sur BFM Business et de télé, à interviewer des entrepreneurs. Je suis aussi un peu business angel, j'ai investi dans quelques startups. Donc j'ai toute ma vie, en fait, observé, un peu réfléchi, beaucoup écrit, beaucoup parlé, à travers des conférences notamment, et puis tenté de partager des convictions ou d'affronter la contradiction. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton premier livre, justement, alors? Alors, comme un idiot, je ne l'ai pas pris sous la main, encore que j'aurais pu, mais je ne sais même pas où il est, pour tout te dire, parce que c'est très, 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 très vieux. J'ai un peu honte de parler probablement à des gens qui rêvent d'écrire aujourd'hui, qui étaient sans doute pas nés quand j'ai écrit mon premier bouquin. Enfin, bon, c'est un truc, ça nous arrive à tous, on vieillit tous trop vite, je m'y suis habitué maintenant. En fait, il m'est arrivé un truc qui est assez marrant et totalement accidentel. Enfin, c'était vraiment un premier bouquin accidentel. C'est-à-dire que après, alors là aussi, je parle à des gens qui peut-être, pour certains d'entre eux, ne savent pas ce qu'était le service militaire. Tu t'en souviens peut-être, mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait le service militaire à les époques où c'était contraignant et obligatoire, et d'autres qui pouvaient faire sa coopération. La coopération, ça consistait à remplacer son service par 1 à 2 ans, 1 an et demi en moyenne dans une ambassade en dehors de France pour aider la France ou représenter la France. En l'occurrence, moi, j'ai fait ça à l'ambassade de France à New York pour aider les entrepreneurs français à pénétrer le marché américain. Honnêtement, je n'ai pas foutu grand-chose, c'était pas ça le sujet, mais c'était juste génial parce que découvrir à 22 ans, 23 ans, dans les années 80, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde est allé partout dans le monde, mais en 80 on ne voyageait pas à ce point, et découvrir comme ça une ville fabuleuse, énergisante qu'est New York pendant 2 ans, sans avoir de contraintes réelles parce que c'était sympa, il n'y avait pas d'enjeu ni financier ni professionnel. Ben, j'ai découvert une autre culture, une culture anglo-saxonne qui ne m'a jamais abandonné. J'ai découvert aussi une femme que j'ai épousée, avec laquelle je vis toujours. J'ai découvert que toute ma vie, New York ferait partie de ma vie, puisque j'ai une base là-bas et j'y vais plus que régulièrement. Mais surtout, je suis rentré en France et j'étais énervé parce que je suis rentré à l'Expansion. Alors, l'Expansion, c'était à l'époque le premier magazine économique français, tu t'en souviens, né en 67, mort en 2017, faute d'avoir su se réinventer, ce qui est vachement intéressant comme message à l'intention des gens qui nous écoutent aussi. C'est-à-dire qu'on peut se faire, même quand on est leader de sa profession pendant 50 ans, dézinguer, disparaître du radar parce qu'on n'a pas su surfer sur les bonnes tendances. J'en étais l'éditeur du magazine dans ces années 80, qui était un job incroyable, j'avais 24 ans à l'époque. Et la nuit et les week-ends, en plus de mon boulot, en fait, j'écrivais comme un fou parce que les Français m'énervaient. En fait, je trouvais qu'ils n'étaient ni souriants. Je venais d'un pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'Amérique, c'est un pays qui a le sens du client, qui a le sens peut-être du dollar du client. En l'occurrence, le service, il est meilleur. Simplement, quand on se soucie de ses clients, on est mieux servi. Et du coup, tout m'énervait, à tel point que j'énervais mes potes. Quand je prenais un taxi, les taxis m'énervaient. Au restaurant, les serveurs m'énervaient. Je trouvais tout le monde nul, en fait. Et du coup, je me disais, c'est pas possible. Quelles sont les boîtes qui ont compris qu'on ne s'en sort correctement quand on a des clients enthousiastes? Et du coup, à l'époque, tu sais, il y avait un bouquin aux États-Unis qui s'appelait In Search of Excellence, le prix de l'excellence en français, qui a été le best-seller du management des années 80 dans le monde. Là, pour le coup, c'est un auteur américain, Tom Peters. Ce bouquin m'avait vachement impressionné, et du coup, c'était la même époque. Il est sorti 1 an avant Service Compris, donc c'est le titre de mon premier bouquin, Service Compris. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'il n'y a pas un bouquin à écrire sur les boîtes françaises qui mettent la priorité sur les clients et sur leurs salariés, en ce sens que des clients heureux font des entreprises gagnantes et des collaborateurs
qui ont envie de se défoncer pour leurs clients font des collaborateurs heureux et des boîtes qui réussissent. Et ce bouquin a donné, alors je m'y suis pris d'abord en solo, et puis après, en fait, j'ai été rejoint dans ce projet par un copain de promo qui lui était chez IBM et qui s'ennuyait un peu chez IBM et qui m'a dit tiens, c'est marrant ton bouquin, c'est sympa, si tu veux je peux t'aider, alors on peut peut-être faire quelques interviews d'entrepreneurs, etc. Et on a commencé un peu à réfléchir à ça ensemble. Et puis après, j'ai été appelé par… c'était un truc difficile, c'est pour ça que j'en parle, parce que forcément, tu vas me parler des associations d'auteurs, pour le coup peut-être, parce que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut écrire à plusieurs? La réponse est non, je vous le dis tout de suite, les amis. Jamais, jamais, ne faites jamais un bouquin à plusieurs. C'est que des sources d'emmerde, d'ego qui se foutent sur la gueule, etc. Donc, ne faites jamais ça. À mon avis, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai été du coup recontacté à l'époque par un garçon qui était très impressionnant pour moi, parce qu'il s'agissait de Dominique Zardel. Dominique Zardel, c'était le patron de l'ESSEC. L'ESSEC, c'était l'école que j'avais faite, dans laquelle j'avais eu mon MBA. Et il était aussi rédacteur en chef d'un magazine dont j'étais l'éditeur à l'expansion, qui était Harvard l'Expansion, c'est-à-dire la version française d'Harvard Business Review. Et un jour, Dominique vient me voir pour me dire, écoute, je suis en train d'écrire un bouquin sur les 100 meilleures entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, et j'adorerais l'écrire avec toi. J'écoute, je suis très honoré parce que franchement, moi, tu sais, tu es le prof, il y avait 2 fois mon âge, enfin, je veux dire, je sortais à peine de l'ESSEC 2 ans avant, donc voir le directeur de l'école qui vient de proposer un bouquin, c'était un truc de fou. Et du coup, je lui dis, écoute, je suis un peu embêté parce que, en fait, j'écris un bouquin en ce moment de mon côté sur la relation client, ce qu'on n'appelait pas encore l'expérience client. Et il me dit, c'est pas grave, c'est le même sujet, parce que quand il y a des clients heureux, machin, on fait le bouquin, etc. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 gars là maintenant, alors que moi j'étais en train de développer mon projet tranquillou la nuit, etc. Et puis du coup, on s'est… alors, je ne sais pas, je vais peut-être déjà un peu trop vite parce que du coup, je vais te raconter un peu ce qui m'a amené à trouver un éditeur, etc. Parce que mon cas est totalement atypique et ne se reproduit jamais, ce genre de truc. Il faut quand même savoir que ce bouquin, on parle d'un bouquin qui a fait 500 000 exemplaires. C'est quand même pas fréquent. C'est-à-dire 200 000 exemplaires. Oui, non, on n'applaudit pas, c'est juste un hasard absolu. Tu sais, c'est la chance des débutants, c'est le genre de truc, bienvenue chez les ch'tis, qui ne se reproduit jamais, quoi. Enfin, c'est le genre de machin qui ne se reproduit jamais. Donc, en fait, tout a été atypique. Alors, je ne sais pas comment tu veux procéder. Est-ce que tu veux que je continue ou tu veux poursuivre avec des questions? Parce que c'est ça le premier bouquin, en fait. Alors, je vais peut-être laisser reprendre la main, sinon je crains que tu n'aies pas la parole. Non, non, vas-y, continue, c'est très intéressant. C'est ça qui nous intéresse, justement, c'est ton histoire. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que avant même que les 2 n'arrivent dans ma vie, d'ailleurs, j'avais… Alors, imagine-toi j'allais dire le culot et la prétention de ce mec de 25 ans, 24 ans que j'avais à l'époque. J'avais 24 ans. Je me suis dit, c'est qui les bons éditeurs français? Et j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit à Claude Fayard. Claude Fayard, c'était Claude Durand, pardon. Claude Durand, qui était le patron de Fayard, des éditions Fayard. Superbe éditeur. Et je lui envoie, même pas un synopsis. Tu sais, un synopsis, dans le langage des éditeurs, c'est envoyez-moi quelques pages de à quoi va ressembler votre bouquin, en gros. Et je ne sais pas ce que je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé 3-4 pages. Appelons-le un synopsis. J'en sais rien, mais je lui ai envoyé 3-4 pages. En disant, voilà, j'écris un bouquin sur le service et j'envoie ça comme une bouteille à la mer, tu vois, au plus grand éditeur français. 24 ans, j'avais écrit un bouquin et bon, j'étais à l'expansion. Voilà, c'était mon seul titre de gloire, mais j'étais salarié d'un groupe dont j'étais juste dépositaire temporaire de la notoriété. Et il m'écrit, il me dit, votre sujet est formidable, je prends le bouquin. Je n'avais pas écrit une ligne. Je me suis dit, oh là là là, je suis dans une merde. En gros, j'ai 2 mecs sur le dos. J'étais content à l'époque, au moins pour l'un d'entre eux, à l'époque. Et je me dis, mais comment je vais gérer maintenant vis-à-vis de mon patron? Parce qu'il m'a confié un job de fou avec l'expansion, Harvard l'expansion, le club de conjoncture, tous ces titres du groupe en termes d'édition. Comment je lui annonce le truc? Je me dis, bon, il faut jouer la vérité toujours. Je vais le voir et je lui dis, est-ce que… Jean-Louis, j'ai un truc à vous dire. Jean-Louis Servan-Schreiber, président du groupe Expansion, qui avait créé le groupe. Et je lui dis, Jean-Louis, j'ai un truc à vous dire. Je suis en train d'écrire un livre, mais c'est la nuit et les week-ends. Vous savez, je bosse pour vous jour et nuit, mais il n'y a pas de problème, hein, je veux faire le job, etc. Et je m'attendais à me faire engueuler, etc. Il me dit, mais Philippe, c'est une super idée ce bouquin. C'est un super sujet. Je veux en être l'éditeur. Merde. Alors maintenant, j'ai 2 éditeurs, mon patron qui veut éditer mon bouquin, 2 gars qui veulent faire le bouquin avec moi qui voulais faire mon truc dans mon coin tranquillou, tu vois. Je me dis, comment je vais gérer ce truc-là? Et puis, je lui dis, mais je suis embêté parce qu'il se trouve que j'ai écrit à Claude Durand chez Fayard. Il m'a dit que l'idée est formidable et il veut éditer le bouquin. Et
tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, et ça c'est incroyable parce que Jean-Louis est un mec que j'adore, à qui je dois tout, il m'a fait confiance, c'est un type pour lequel j'ai un immense respect professionnel, Jean-Louis Servan-Schreiber. Et il me dit, enfin Philippe, vous n'allez pas aller chez Fayard, c'est pas un éditeur, c'est un imprimeur. Vous êtes gonflé quand même. C'est un incroyable éditeur. Et en fait, il le disait comme un joke, tu vois, mais il avait publié des bouquins chez Fayard. Mais c'était sa façon lui de me dire, j'en ai rien à foutre moi de Fayard, je veux votre bouquin. Et il me dit, je suis en train de créer une coédition, parce que l'extension n'avait jamais édité de bouquin. Et il me dit, je suis en train de créer une coédition avec Jean-Claude Lattès, autre grand éditeur français, et le groupe Hachette, qui va s'appeler l'expansion Hachette Jean-Claude Lattès. Et j'aimerais que ce soit le premier bouquin de la collection. Et alors, je dis, alors ça y est, alors j'ai 3 éditeurs, 3 groupes, etc. Comment je gère ce truc? Et du coup, ben voilà, je me suis dit, écoute, de toute façon, soit je me fâche avec mon patron, soit j'essaie de lui faire plaisir. Je me suis dit, parfois, il vaut mieux être le chouchou d'une maison d'édition. Et ça, je l'ai compris depuis. C'est une des raisons pour lesquelles je médite moi-même désormais. Parce qu'au fond, ça, je peux le révéler tout de suite, c'est pas un secret. C'est que quand il y a beaucoup de bruit, là, je suis désolé chez moi, je ne sais pas si tu l'entends ou pas, alors ça va. Parce que la fenêtre est ouverte, j'aurais dû la fermer, il rentre les poubelles chez moi. Pardon. Et en fait, c'est un truc que je peux révéler tout de suite, que j'ai compris maintenant, mais il y a longtemps, c'est que, en gros, dans une maison d'édition traditionnelle, soit on est Jean d'Ormesson, il y en a 2 par maison d'édition, enfin, il n'y a pas beaucoup de Jean d'Ormesson, mais on est le Jean d'Ormesson de la maison d'édition, auquel cas vous avez en gros 90% de la ressource de la maison d'édition qui vous sont consacrées en termes de moyens de promotion, de pouvoir, de RP, etc. Soit vous êtes ce que vous êtes, y compris moi, après pourtant quelques succès, c'est-à-dire rien, et vous avez 20% des ressources restantes, et de toute façon, vous devez faire le job vous-même, en matière de relations presse, en matière de réseaux sociaux, en matière de tout ce qui doit être entrepris pour promouvoir un bouquin. Donc du coup, je me suis dit, bah, finalement, si je peux être le Jean d'Ormesson de cette première collection, bah, on y va. Ça a été le meilleur choix possible parce qu'effectivement, l'expansion a vachement bien joué le jeu avec immédiatement un lancement plutôt très sympa. Je me souviens toute ma vie du lancement du bouquin dans les salons de l'expansion où était le tout Paris. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou. Et alors, ce qui est marrant aussi, un autre truc, c'est que du coup, il a été distribué par Lattès. En fait, l'éditeur, c'était vraiment Lattès. L'expansion, c'était plus une marque finalement qui était une coédition, mais le véritable éditeur diffuseur, c'était Lattès. Et je te racontais une anecdote qui avait fait un peu le tour du monde de l'édition à l'époque parce qu'elle était tellement atypique. J'étais sûr de mon coup. Tu vois, comme quoi je suis un grand prétentieux abominable, vraiment, parce que j'étais sûr qu'on allait faire un carton parce que j'ai mis toutes mes tripes dans ce bouquin. C'était pas un bouquin chiant. Et à tel point d'ailleurs que quand on a fait 10 000, 100 000, machin, je recevais des mails. Enfin, à l'époque, on n'avait pas de mails, mais je recevais des messages de grands auteurs d'université qui disaient c'est de la littérature de gare, votre truc. Parce qu'ils ne comprenaient pas que leur bouquin, à eux, vendait 500 exemplaires dans le meilleur des cas et qu'on ait fait 100 000 exemplaires la première année. Je reviens sur ce 100 000 exemplaires, justement, parce que je me souviens toute ma vie faut que les gens qui nous écoutent sachent que lorsqu'on est publié par un éditeur, il faut aller faire le pitch auprès des vendeurs. On appelle ça la réunion des représentants. Une fois par mois, on rencontre les représentants pour leur vendre le bouquin et les convaincre que c'est le bouquin du siècle et que c'est ce bouquin qu'il faut vendre plutôt que les autres quand ils vont aller voir les libraires. Parce que le libraire, c'est du référencement. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les libraires qui, en général, ont le chéquier dans leur poche et qui n'aiment pas le dégainer parce que ça coûte cher d'avoir du stock de bouquins. Et il faut les convaincre d'en prendre beaucoup. Et on sait que quand on n'a pas beaucoup, on ne le voit pas. Quand on n'a pas, on n'en vend pas. C'est aussi con que ça, hein, le business. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut être au maximum diffusé et convaincre du coup de vous diffuser. Et je me souviens que j'avais lancé un truc pendant cette réunion de vendeurs de dingue, parce qu'ils se marraient, les mecs. Je leur ai dit, de toute façon, on va faire 100 000 exemplaires. Alors, vous n'y croyez pas, je m'en fous, mais je vais faire 100 000 exemplaires. Et ils ricanaient, ils étaient une quinzaine des représentants de la thèse. Ils étaient une vingtaine. J'ai dit, je prends un engagement. Le jour où on fait les 20 000, je vous invite tous à dîner chez Taïwan, qui était à l'époque l'un des plus grands restaurants étoilés de Paris. Et il me dit, ouais, c'est ça, Coco, c'est ça, Coco. Et bien, figure-toi qu'au bout de 7 mois, on avait fait 100 000 exemplaires. J'ai eu droit à mon livre d'or, Jean-Claude Lattès, 100 000 exemplaires, et je les ai tous invités chez Taïwan. Et ils m'ont dit un truc incroyable. Ils m'ont dit, vous savez, c'est quand même marrant, hein, on publie les plus grands auteurs. Bon, on est très content d'avoir bossé avec vous, mais vous n'êtes pas un grand auteur. Donc, mais en gros, on publie les plus grands auteurs. Vous êtes le premier qui nous dit merci. Nous qui faisons le job, que personne ne remercie jamais. Et ça, si tu veux, ça m'a appris un truc en matière de management qui est phénoménal. C'est que la première chose c'est vrai d'ailleurs, il faut que les gens le sachent, la première chose que les Français reprochent à leur management, c'est l'absence de reconnaissance.
et que la reconnaissance est un truc fondamental. C'est un des problèmes de société aujourd'hui par rapport à tous les gens qui ont été les premiers de corvée et qu'il va falloir récompenser durablement et pas uniquement pendant 20 heures, pendant quelques jours de nos balcons. Ce sont d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà un peu l'histoire du bouquin. Donc, si tu veux, en fait, le bouquin a fait tranquillou ses 100 000 premiers exemplaires, c'est 200 000. Moi, j'ai quitté mon job après assez rapidement en 87 pour créer une entreprise, une première entreprise qui a largement alimenté la mécanique parce que du coup, immédiatement après 15 jours après la sortie du bouquin, j'ai été appelé par Bernard Darty, fondateur de Darty, pour faire une première conférence dans sa boîte. C'est-à-dire le truc de dingue, là aussi, tu vois, le champion du service dans l'esprit des Français, qui invite un petit jeune de 26 ans à parler de son sujet, lequel jeune de 26 ans n'avait jamais pratiqué le sujet, enfin, le truc de fou, quoi. Mais qui avait mais encore une fois, des bonnes intuitions, certainement. Je crois que j'ai pas mal quelques défauts certains, mais je suis un peu intuitif. Et surtout un bouquin accessible avec des tas d'histoires, des anecdotes. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il vaut mieux parler au cœur qu'à l'intelligence. C'est-à-dire que quand tu veux que les gens se souviennent de toi, parle à leurs émotions, en fait. Et ce bouquin, il déclenchait plein d'émotions de gens qui avaient vécu des trucs et qui, du coup, ce bouquin, ben, c'est devenu pendant 15 ans, 20 ans, la référence sur cette thématique qui aujourd'hui a beaucoup évolué, bien sûr. Mais après, il y a eu Marabout, c'est-à-dire que Marabout ensuite l'a repris en poche et il en a fait 300 000 exemplaires en Marabout. Et bizarrement, pour terminer sur l'histoire de ce bouquin, qui a dû s'arrêter donc il y a une dizaine d'années en fait, à peu près en même temps, Lattès et Marabout ont arrêté en fait de le rééditer alors qu'on avait des rééditions constantes. On en vendait 10 à 15 000 par an simplement par le fait qu'il existait, que c'était un bouquin qu'on appelle de fond, si tu veux. Puis ils ont arrêté de l'imprimer. Et du coup, ben, il est mort de sa belle mort, comme ça, bizarrement. Donc il ne deviendra jamais ce à quoi d'ailleurs il avait été longtemps. C'est marrant parce que j'avais jamais lu le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, qui est un bouquin historique. Enfin, le truc, on ne compte même plus les millions d'exemplaires de ce livre. Je l'ai jamais lu. Franchement, je ne l'ai jamais lu. J'ai toute ma vie rencontré des gens qui m'ont dit votre livre m'a fait penser au bouquin de Dale Carnegie. Sauf que lui a continué, le mien s'est arrêté. Voilà, tu connais toute l'histoire. Merci beaucoup pour cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as écrit maintenant? Comment ça s'est passé dans l'écriture, vraiment, la rédaction et tout ça? Écoute, ce bouquin-là, c'était un mix, en fait, effectivement, d'entretien avec des patrons de boîte. C'est-à-dire que j'avais en fait identifié ceux qui, à l'époque, me semblaient différents sur ce sujet-là. Et qui c'était à l'époque? C'était Gilbert Trigano, le fondateur du Club Méditerranée. C'était Pierre Bellon, qui a créé une magnifique boîte qui s'appelle la Sodexo. C'était il y avait un type qui s'appelait Krasnianski, qui avait fait une boîte qui s'appelait Chris, qui était des clés, en fait, etc. Il y avait plein de gens comme ça. Je ne les ai plus en tête, mais il y avait des gens assez formidables. Donc, du coup, j'avais interviewé une cinquantaine de très grands patrons français qui, très clairement, avaient cette conviction chevillée au cœur que le client et les collaborateurs étaient leur priorité. Donc, il y avait ce qu'ils m'avaient raconté, et puis il y avait tout ce qui m'énervait. C'est-à-dire que là, et c'est ça, en fait, ça a été ça mon apport. Et ça a été le premier bouquin de cette nature à l'époque, dans les années 80, quand on commençait à découvrir des bouquins business. Tu avais les bouquins de profs qui étaient beaucoup plus intelligents que le mien, je le reconnais volontiers. J'étais de la littérature de gare. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concept, il y avait des convictions, et il y avait des exemples convaincants, pertinents et émotionnels pour convaincre les gens que quand ça rentrait dans ta tête, c'était plus efficace qu'une méthode. Moi, je crois plus à ça qu'à des… Tu sais, j'ai tellement souvent dit aux gens qu'un mec qui veut perdre du poids, il peut suivre tous les régimes du monde, il n'en perdra pas. La seule motivation, c'est de tomber amoureux, tu perds 25 kilos. Donc, quelque part, ce n'est pas l'outil qui te fait perdre du poids, c'est l'envie de séduire une nana. Et quelque part, c'est pareil pour un bouquin, c'est pas tant d'être intelligent, mais c'est de trouver les moyens de parler au cœur des gens pour qu'ils aient envie de faire. Et ce bouquin, il avait franchement bien réussi ce truc-là parce que au fond, je racontais toute une série. Je me souviens, ça a commencé par un truc très bête, mais qui avait tellement marqué les esprits. C'était la journée d'un New-Yorkais de l'époque, heure par heure, et la journée d'un Français de l'époque. À l'époque, elle n'avait rien à voir. C'est-à-dire que déjà en 82, à l'époque, 83, quand j'ai commencé à écrire le bouquin, 84, je suis rentré à Paris. En 85, quand j'ai écrit le bouquin, commencé à l'écrire, à New York, déjà, tu pouvais te livrer jour et nuit ce que tu voulais chez toi. Ça a démarré en France il y a 5 ans. Tu vois, qu'on puisse faire livrer quelque chose dans le restaurant d'à côté, ils viennent à peine de s'y mettre parce qu'ils ont été confinés, les gars. Donc, quelque part, et à l'époque, l'écart était tellement immense sur à peu près tous les sujets de ce qu'on consomme, de comment on vit, que ça avait beaucoup, beaucoup marqué les esprits. Et puis après, il y avait des tonnes d'anecdotes hyper marrantes, si tu veux, que j'ajoutais, et puis des impressions, des convictions, des choses comme ça. Donc, en fait, j'écrivais la nuit, forcément la nuit, cette espèce de rassemblement d'interviews et d'intuition. Voilà. Et de messages que je me disais,
pour bien manager. Alors, j'avais jamais managé personne, ça qui est dingue. Tu vois. Après, j'ai eu Columbus Café, 300 personnes, etc. Mais j'avais jamais managé, mais je le faisais de manière intuitive, en fait. Et donc, j'essayais de me faire un bouquin un peu. C'est très bizarre, ce bouquin, de toute façon, quand j'y réfléchis, parce qu'il n'avait aucune raison de réussir, ni d'ailleurs d'exister, finalement. Mais la vie prend parfois des chemins que tu n'attends pas du tout et qui en fait le sel. Très bien. Est-ce que à tout hasard, si tu devais le refaire, tu changerais quelque chose ou pas? Oui, je le ferai seul. Ouais. Je le ferai seul. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de pourquoi aujourd'hui, parce que ça entraîne chaque fois des susceptibilités agaçantes. Mais en gros, tu sais, un bouquin, enfin, il y a deux types de bouquins. Il y a le bouquin technique, et effectivement, tu peux te dire, écoute, on fait un bouquin sur, je sais pas, enfin, un bouquin sur le management, sur le business. C'est technique, il n'y a pas d'émotion. Là, ce bouquin n'aurait jamais marché si j'avais pas mis mes tripes dans le bouquin. C'était pas un bouquin business, c'était un bouquin tripal sur un sujet qui se trouvait être un sujet business. Et les tripes, c'était les miennes. Et si tu veux, quand tu partages la technique des autres et tes tripes à toi, ça fonctionne pas, en gros. Et quand après arrivent des problèmes d'ego, parce que quand tu vieillis, tu grandis pas pareil, tu as des choses qui se révèlent que tu n'avais pas vues chez les uns, chez les autres, etc., bah, ça finit par péter. Et en l'occurrence, bah, ça a pété après beaucoup plus tard. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce que chaque fois, encore une fois, c'est désagréable, pas pour moi, mais ça crée un environnement désagréable. Donc, en gros, aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement difficile d'écrire à plusieurs. Et j'ai vu, et là aussi, par respect, je ne citerai pas d'exemple de la façon dont les écritures se faisaient, mais il y a deux moyens d'écrire. Il y a du copier-coller et puis il y a ce qui vient de tes tripes, si tu veux. Et en gros, les styles ne se mélangent pas. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut, mais les égos, ça existe. Et que même si tu dis non, moi je m'en fous, alors tu peux être convaincu que tu t'en fous, mais l'autre s'en fout, se croit s'en foutre aussi, mais il s'en fout pas du tout. Et on s'aperçoit que c'est pas si simple. Et quelque part, je trouve qu'un bouquin, surtout il exprime des convictions personnelles, bah, ça doit rester personnel. De la même façon qu'une association entre entrepreneurs, c'est complexe, que là aussi, les égos évoluent, les motivations changent, les priorités changent, les environnements changent, les gens qui te conseillent changent. Et donc, il est extraordinairement rare de voir des associations entrepreneuriales durer plus de 10, 12, 15, 20 ans. On reprend chaque fois les trois mêmes cas, Dubreuil et Pélisson chez Hacker. Une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour. Il n'y a pas beaucoup de mecs, il y a peut-être Roux et Combalusier, je ne les connais pas, qui faisaient des ascenseurs, mais en gros, on ne sait pas combien de temps ils sont restés ensemble. Et globalement, je crois que quand on est des fortes personnalités, souvent les auteurs sont des personnalités, et ben, on a du mal. Et c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on est méchant, qu'on est prétentieux, qu'on est. Non, c'est juste que c'est un truc personnel. Voilà. Et donc, je pense que c'est l'erreur que je ne ferai plus jamais. Et d'ailleurs, j'ai eu depuis l'occasion, parce que depuis, j'en ai écrit 7, j'ai une vie plutôt assez intense au milieu de. J'ai rencontré des milliers de gens dans tous les domaines, les gens les plus passionnants, souvent les plus connus, etc. Et certains d'entre eux m'ont dit, je vais bien écrire un bouquin avec toi, j'écoute, je t'adore, je suis honoré, mais non, c'est pas possible. Je préfère continuer à t'aimer que de me foutre sur la gueule avec toi demain. J'ai pas envie de me fâcher avec toi, je préfère continuer à te lire et tu me liras si tu as envie de me lire, mais non, non, j'écrirai plus jamais à plusieurs. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, ton premier livre? Bah tout, Ouais. puisque ma vie a changé à partir de là, hein, si tu veux. Je me fais souvent la réflexion, si tu veux, c'est assez marrant parce que au moment où j'écrivais mon bouquin, je ne me souviens pas si tu étais où tu étais toi à cette époque-là, mais naissait le câble, la télé par câble en fait. Et les gens qui géraient ça au sein de la Générale des Eaux, c'était la Générale des Eaux à l'époque devenue Vivendi, voulaient me recruter. M'a dit, écoute, la personne m'a dit, écoute, tu as un bouquin, ok, qui commence à avoir un peu de succès, mais bah, ton business, c'est toi, tu es un businessman, rejoins-nous parce que j'aimerais que tu deviennes le patron du marketing du câble, etc. Et je sais que je ne l'ai pas fait parce que ça m'a vachement tenté parce que j'étais déjà vachement attiré par les médias. J'adore les médias. Et j'ai passé toute ma vie dans les médias, quels qu'ils soient, etc. Et je m'étais dit, c'est quand même vachement tentant, etc. Et avec le recul, je me dis, typiquement, j'avais ce profil bien sous tout rapport, mâle blanc, qui a fait les secs, qui avait un parcours tout tracé pour devenir le patron de M6, de Canal+, de machin à terme. Tu vois, j'avais 26 ans à l'époque, on me proposait déjà un job incroyable. Et au fond, heureusement qu'il y a eu ce bouquin, parce qu'il y a eu cette espèce de déclic, en fait, euh, de,
d'une opportunité de devenir indépendant au départ plutôt que de créer une boîte, parce qu'avant de créer des boîtes, je me suis plutôt indépendisé à travers une activité de conférencier qui est tout de suite devenue après un business, parce qu'après, on a fait de la formation, des packages, c'est devenu un vrai business, et puis après ça, il y a eu Columbus Café, et puis après, il y en a eu d'autres. Mais quelque part, je pense que ça, moi qui pensais vraiment pas du tout avoir la fibre entrepreneuriale, et avoir une mère qui m'a toujours dit, fais jamais comme ton père, entrepreneur, c'est terrible, parce qu'on peut avoir beaucoup de difficultés à sa fin de vie professionnelle. Et toute ma vie, ma mère m'a dit, sois salarié d'un grand groupe, machin, et j'en avais rien à foutre. J'ai plus jamais écouté maman, enfin, sauf sur les trucs de fond, mais autrement sur ces sujets, surtout pas. Mais quelque part, en fait, ça m'a permis de créer la première boîte. Et après, quand tu l'as fait, de toute façon, la liberté n'a pas de prix. Et même quand j'ai planté Columbus, j'aurais préféré vendre des frites à la Bastille dans un camion, un truck food, qu'un food truck, plutôt que de devenir salarié chez Vivendi ou n'importe où ailleurs. Et d'ailleurs, personne ne m'a jamais appelé parce qu'ils savent que je suis ingérable. Non, mais je suis devenu ingérable pour une boîte normale. C'est-à-dire que je ne m'épanouis que dans la liberté. J'ai une telle impatience que tout m'énerve. Donc, voilà, donc ça m'a tout apporté. Il n'y aurait pas eu toute ma vie professionnelle. Mais tu sais, en même temps, c'est ça qui est intéressant dans une vie professionnelle, maintenant j'ai quand même un peu de recul, c'est que chaque marche construit la suivante en fait. Tu as toujours en fait un truc que tu n'attendais pas. Tu sais, comment je suis rentré à l'expansion? C'est complètement bête, mais en fait je devrais dire que c'est mon 9e bouquin, pas 8e en ce moment. Parce que quand j'étais à l'ESSEC, j'étais à la fois, et d'ailleurs c'est marrant, ça t'indique que j'avais toujours cette espèce de double prisme entrepreneur et communication. J'étais président d'un truc qui s'appelait les Mardis de l'ESSEC. Les Mardis de l'ESSEC, c'est une association qui, tous les mardis, non, un mardi tous les mois ou tous les 2 mois, invitait une personnalité pour un débat dans le grand amphi de l'ESSEC. J'en étais le président. Et j'étais en même temps président de la junior entreprise de l'ESSEC, c'est-à-dire l'association qui, en gros, fait du business, qui emploie des étudiants pour vendre des études de marché, etc. Donc toujours ce double prisme. Et avec justement les mardis de l'ESSEC, on avait été, d'ailleurs c'est comme ça que Dominique Zardel, le patron de l'ESSEC, a été rentré dans l'histoire de Service Compris à l'époque, parce qu'il était très très connu dans les métiers du marketing direct. Le marketing direct, c'était ce qu'il y avait, la vente par correspondance, la vente qui est maintenant la vente normale, c'est-à-dire la vente sur de la data du fichier d'Amazon, si tu veux. Et il m'avait mis en contact avec un syndicat qui était le syndicat du marketing direct, qui m'avait commandé une étude qui était devenue un bouquin qui s'appelait Situation et perspectives du marketing direct en France en 1982, que j'avais publié juste avant de partir à l'ESSEC, à New York, pardon. Et du coup, ce bouquin avait été lu par plein de gens, notamment les gens de l'expansion. Et pour te montrer l'enchaînement de comment ta vie t'amène à des trucs que tu n'avais pas du tout prévus, je ne suis pas trop long là avec mes histoires perso, là, non? Si tu t'ennuies, tu me dis. Hein. Mais, non, parce que là, je m'éloigne peut-être du sujet, mais en fait, c'est intéressant de voir comment se construit une vie et comment un bouquin peut la changer. Parce qu'effectivement, ça peut la changer. Et il se trouve que je suis donc à New York fin de coopération, j'ai aucune envie d'entrer à Paris. Et je suis appelé par un mec de l'expansion qui était l'éditeur du magazine, qui me dit, voilà, je serai à New York la semaine prochaine. On a pensé à vous pour un projet aux États-Unis qu'on aimerait lancer. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Un truc de dingue, etc. Et j'ai dit, ouais, avec plaisir. Il me dit, alors tiens-toi bien, mais là, les plus jeunes ne s'en souviendront même pas, mais tu vas comprendre mon émotion. Il me dit, je serai à New York avec Jean Boissonnat. Jean Boissonnat, c'était le rédacteur en chef de l'expansion. Ça a été le plus grand journaliste économique français des années 80-90. Jean Boissonnat, il a interviewé les plus grands, il animait les débats des présidentielles. C'était mon patron à l'expansion pendant 3 ans, mais ça l'est devenu à cause de ça. Et il me dit, on aimerait vous rencontrer. Je dis, attends, moi, j'étais un jeune mec de 24 ans qui faisait sa copée, Jean Boissonnat qui va me rencontrer, c'est quoi ce truc? Le projet avait absolument rien à voir avec l'expansion. Il voulait lancer un produit sur le vin aux États-Unis. Et il s'est dit, le mec, on l'avait identifié là, avec son bouquin il y a 2 ans, ou il y a 1 an, il y a 2 ans. On va voir si ça l'intéresserait de développer ce produit aux États-Unis. Alors moi, j'étais hyper content parce que je m'étais dit, ouais, chouette. Et il me dit, écoutez, revoyez-nous à la rentrée, quand vous rentrez en France, on verra ça. Alors, je fais mes 6 semaines au Guatemala, au Belize, de vacances de fin de coopération. Et je rentre à Paris et ils me disent, bon, écoutez, le projet, c'est pas fait, mais on a un autre projet pour vous. C'est qu'on veut lancer un service d'information en ligne en 1984, tu vois, Minitel, avec le clavier ABCDR, même pas le clavier AZERTY. Et il se passe pas mal de choses aux États-Unis. On a que vous fassiez des allers-retours entre la France et les États-Unis pour voir où ils en sont là-dessus. Ça s'appelait du vidéotex à l'époque, pour lancer un service d'information en ligne pour les dirigeants. Et du coup, je suis rentré à l'expansion pour ce projet. Et j'ai passé ma vie 6 mois à aller voir ce qui se passait aux États-Unis. Et en même temps, naissait le Macintosh, le premier Macintosh, le Cube, qui était une révolution, avec la première souris, si tu veux. Et je vois arriver le Macintosh sur le bureau de Jean Boissonnat et de Jean-Louis Servan-Schreiber.
apporté par le fondateur en France d'Apple, qui était Jean-Louis Gasset. Et je vois cet objet qui me faisait rêver. On était à l'époque, je rappelle à nos amis qui nous écoutent, que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu une secrétaire pendant 3 ans. À l'époque, ça n'existe plus, de toute façon, je ne sais même pas ce que c'est que les secrétaires, mais j'en ai eu pendant 3 ans, 84 à 87. Je dictais des courriers au dictaphone pour une secrétaire, tu vois, le truc où on était, parce qu'avoir un clavier sur son écran, c'était un truc vulgaire et décadent et dégradant pour un cadre. Un cadre ne tapait pas à la machine. À l'époque, on avait des machines. Et je vois ces deux outils géniaux qui incarnent l'avenir de l'informatique sur les bureaux de Jean-Louis et ils ne l'ont jamais ouvert pendant 6 mois. Et je me suis dit, putain, on est mal barré parce qu'on est en train d'essayer de lancer un système d'information en ligne pour ce public de dirigeants, de cadres, et ils n'ont même pas été foutus d'ouvrir leur PC, leur Mac. Et je leur ai dit, écoutez, messieurs, au bout de 6 mois, je crois qu'on fait un peu fausse route, on a un peu trop d'avance. Et là, je pense que c'est un peu trop tôt pour lancer ce truc. J'ai coupé la branche sur laquelle j'étais assis. Et c'est comme ça qu'ils m'ont nommé éditeur du magazine et que ensuite j'ai rebondi sur d'autres titres et après reprendre l'histoire que je viens de te raconter. Donc oui, ça a complètement changé ma vie, bien sûr. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil peut-être pour les gens qui envisagent d'écrire leur premier livre? Bon, 1, c'est compliqué. 2, ce serait prétentieux. Non, j'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas de conseil si ce n'est d'aller au bout de vos rêves. De ne pas abandonner, de savoir que soit on est inspiré, soit on ne l'est pas. Tant que l'envie continue, il faut continuer. Que c'est éprouvant, que c'est difficile, que c'est du travail, contrairement à ce qu'on pense parfois. On ne sait pas toujours où on va. Moi, j'ai écrit des bouquins business, des bouquins pas business, des bouquins… Tu veux, j'ai écrit dans l'ordre, en gros, pour faire court, service compris. Après, il y a eu Dinosaures et caméléons. C'est un mauvais titre, mais pour expliquer qu'il y a ceux qui se réinventent et ceux qui meurent. Il y a eu ensuite… après, il y a eu Bienheureux les fêlés qui racontait l'histoire de Columbus Café, qui était une histoire personnelle du parcours chaotique de l'entreprise, mais aussi du succès de cette entreprise et qui mettait en cause justement, qui mettait en valeur la ténacité de l'entrepreneur et la résilience des entrepreneurs. Il y a eu ensuite Service compris 2.0 qui a été un énorme succès, c'est le service compris des années numériques. Après, il y a eu Ne me dites plus jamais bon courage sur l'optimisme. Arrêtons toutes ces phrases à la con de la dépression collective française. Tout va mal, je vais bien, également sur le thème de l'optimisme. Startup Academy sur le thème du bien. J'ai plein de sujets. Je dirais que dans bien des cas, c'était parce que j'étais énervé. Énervé par la dépression française, énervé par les expressions négatives, énervé par le fait que le service à la française n'est toujours pas optimal, même s'il s'est amélioré. Et puis, quand tu vois, j'ai raté un bouquin qui était Startup Academy. Je l'ai raté pour 2 raisons. C'était le dernier, c'est le seul que j'ai raté vraiment. Les autres, c'était vraiment des beaux succès. Alors, pas 500 000, mais 100 000 pour le bon courage, des beaux succès quand même. Mais Startup, j'ai complètement foiré. Peut-être parce que je m'étais dit, il faut que je fasse un bouquin. Tu vois, c'était un peu une espèce de creux dans le business. J'avais moins de sujets. Je m'étais dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je voyais bien qu'il était en train de se passer un truc important, c'est que les startups étaient en train de prendre la main sur la vieille économie. Et cette vieille économie, elle ne comprenait pas les startups. Donc, je m'étais dit, je vais créer un bouquin pour expliquer le fonctionnement des startups à l'ancienne économie, leur code, pourquoi elles pensent différemment, etc. Honnêtement, je crois que c'est un bon bouquin, mais qui a totalement échoué parce que le titre était nul. Parce que je l'ai appelé ça Startup Academy et que le sous-titre était comprendre et s'approprier les secrets d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et le sous-titre disait clairement que c'était pour ceux qui étaient en train de roupiller. Mais Startup Academy voulait dire vous allez apprendre à créer une startup. Donc j'ai raté mes 2 cibles parce qu'en plus j'ai fait une autre connerie, c'est que mon distributeur m'avait dit tu devrais mettre un bandeau en bas avec ta photo, les anciens titres qui ont eu du succès. Le bandeau cachait le sous-titre. Donc en gros, le titre était pas le bon et le sous-titre était caché. Résultat des courses, 3000 exemplaires. Pour moi, alors, certains en rêvent. Moi, franchement, j'étais déçu. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais quand tu as eu des succès, tu as envie de faire un peu plus que les précédents, ou mieux, aussi bien, ce qui n'était pas du tout le cas. Et du coup, effectivement, je pense que le titre est un truc absolument fondamental. Et que ça, c'est vraiment le conseil que je veux donner, c'est le titre. Le titre, c'est l'entrée dans le livre, c'est la vitrine du magasin. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas rater. La couverture, bien sûr, est importante. Mais sur l'écriture, en fait, on ne sait jamais où va t'amener une écriture. Moi, quand j'ai écrit Ne me dites plus jamais bon courage, je n'ai pas d'idée où ça allait. J'étais énervé. J'ai écrit en 15 jours. En 15 jours, faites-moi le bouquin. Parce que c'était… Tu sais, quand tu as de la conviction, quand tu ne te forces pas, quand tu as des trucs à dire, j'ai un peu le sentiment, et vraiment, je le dis publiquement, c'était une erreur. Je suis arrivé à faire un bon bouquin, Startup Academy, mais je n'ai pas pris de plaisir. Tu vois, et je pense que ça s'est senti dans la lecture. Je pense qu'effectivement, c'est comme dans une conférence.
C'est la raison pour laquelle en ce moment on se fait du virtuel, tout est virtuel maintenant, le nouveau distanciel, virtuel, présentiel, machin. Je ne supporte plus moi ce présentiel, distanciel, cette nouvelle terre. Moi je veux je veux que plus que je veux de l'humain. Je veux voir les mecs à qui je parle, je veux les toucher, je veux les convaincre, je veux voir un mec qui roupille au premier rang pour dire, Coco, j'ai encore un truc à te dire et à partager avec toi, réveille-toi. Quand il est sur son truc Zoom et on ne sait pas s'il est en train de regarder ce PC, son mail ou en train de faire autre chose, ça m'énerve. Donc certes, ça prend le relais, le virtuel, mais qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je préfère quand même 1000 fois. Alors, ça nous permet ensemble aujourd'hui de faire passer des messages à distance et c'est formidable. Mais vivement qu'on retrouve le vrai goût d'un public et de choses à partager ensemble et à se foutre sur la gueule et pas être d'accord et à se convaincre, etc. Donc je crois qu'effectivement, il faut mettre du cœur dans tout ce qu'on fait et quand on ne le met pas dans son bouquin, ça se sent. Alors après, il y a plein de bouquins. Hein. Il y a des bouquins techniques, il y a des romans. Moi, je serais incapable d'écrire un roman. Je n'y suis jamais tenté, je ne saurais pas le faire. Mais je pense que là, tu vois, ce sera mieux après. J'ai écrit très vite parce que, pareil, j'ai écrit pendant le confinement. En fait, ça a démarré le 15 mars. Je le remontre. Ça a démarré le 15 mars. Écrit en 2 mois. Alors, j'auto-édite, il faut le savoir depuis. C'est le 5e bouquin que j'auto-édite de manière professionnelle parce qu'il est distribué en librairie comme n'importe quel autre bouquin et comme partout ailleurs. Donc, c'est un peu atypique mon système. Mais en tout cas, j'ai cette liberté. Mais j'ai voulu le sortir le 2 juillet parce qu'il y a urgence de continuer à réfléchir sans passer tout de suite à la vie d'avant. Parce que si on a détruit autant de valeurs, autant d'emplois, autant de rêves, et qu'on arrête de réfléchir à tout ce qui nous est passé par la tête pendant les 2 mois du confinement, bah, on aura vraiment perdu notre temps tout ce temps qu'on est. Donc c'est un bouquin un peu bouquin d'histoire alors qu'il n'est même pas encore sorti, à l'heure où on se parle, devoir de mémoire pour ne pas oublier trop vite. Eh ben, merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces anecdotes et toutes ces informations, tous ces conseils aussi. Je t'en prie, merci à toi et merci à tous. Merci encore. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite bonne chance pour la sortie de ton livre. Et puis, si tu es d'accord, peut-être je te réinterviewerai plus tard dessus ou sur un autre livre. Avec plaisir. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit bon courage. Bonne chance me va bien. Merci à toi, Patrice. À bientôt. Merci, Philippe. À bientôt. Bye.